Bienvenue dans le podcast Les Chroniques de l'éveil. Je suis Julie Michaud, coach thérapeute passionnée par l'humain. Je vous accompagne au quotidien à comprendre ce que vous traversez et ressentez afin de vous permettre de vous libérer de ce qui vous empêche d'être vous-même. J'aime transmettre ce qui m'a aidé à vivre avec plus de confiance et de conscience. Et pour moi, les histoires de vie sont ce qu'il y a de plus inspirant. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir ma première invitée, Cassie de Glow Together. C'est une experte en bien-être holistique qui accompagne aussi en parallèle les entrepreneurs du bien-être. Cette femme pétillante, ouverte aux autres et au monde, nous confie comment ses peurs ont pu motiver ses choix de vie, comment ses croyances de petite fille l'ont conduite à des troubles du comportement alimentaire à l'adolescence, et comment elle a réussi très jeune, grâce au développement personnel, à prendre soin d'elle, à se réconcilier avec son image et son corps, et à créer sa vie en fonction de ses valeurs. Son témoignage touchant d'authenticité nous inspire à quel point se choisir et prendre soin de soi nous permet de nous réaliser, au-delà des enjeux et de la peur de l'inconnu, et d'être encore plus connectés aux autres. J'espère que vous serez inspirés par les nombreux messages et expériences que Cassie nous partage avec tant de générosité. Je vous souhaite une bonne écoute et suis impatiente d'avoir vos retours par rapport à cette magnifique expérience de vie. Bonjour Cassie, bienvenue dans le podcast des Chroniques de l'éveil. Je te remercie d'être la première invitée à nous raconter ton histoire de vie et la façon dont tu as vécu ton éveil, ton cheminement personnel. Est-ce que tu peux te présenter un peu à nous expliquer ce que tu fais dans la vie et puis après on viendra voir, tu pourras nous raconter comment tu es venue à faire ces métiers-là, comment tu es venue à avoir ce rapport, cette relation à toi, ton corps et tout ça en fonction de la conversation qu'on va avoir. Génial. Merci à toi, merci à toutes les personnes qui vont nous écouter. Ta première question est assez compliquée, je la déteste et pourtant je la pose aussi à toutes les personnes. Donc moi je m'appelle Cassiopée, c'est mon prénom complet. Je suis française de La Rochelle, voilà, si ça intéresse. Mais je bouge beaucoup, à vrai dire. Je suis rochelaise, mais j'ai vécu en Italie, j'ai vécu en Suisse, j'ai vécu en Angleterre, etc. Et puis, si je me définis le travail fait partie de comment me définir, je suis experte en bien-être holistique, donc face yoga, face taping, pilates, breathwork. J'allie plusieurs disciplines du bien-être holistique pour accompagner mes élèves, les personnes que j'accompagne, je sais pas comment ces personnes-là souhaitent être nommées. Et puis à côté de ça, je suis aussi j'ai commencé en tant qu'assistante virtuelle et petit à petit, ça devient davantage bras droit d'entrepreneur, coordinatrice de projet. Et j'ai un podcast dans lequel je parle de bien-être dans tous les aspects, c'est-à-dire spirituel. J'aime bien les termes anglais parce que je trouve que ça a plus de sens, mais spirituel, mental et physique également, si je devais le dire en français. Et puis voilà. Super. En fait, moi, ça m'intéressait d'échanger avec toi parce que moi, je suis plutôt dans l'éveil lié aux prises de conscience, au rapport aux émotions, à l'esprit, à ses pensées, etc. Et toi, j'ai l'impression que tu es plus connectée à tout ce qui est lié au bien-être du corps. Donc, c'est quelque chose, moi, qui me parle moins. Tu vois, les activités que tu fais, je t'ai connue grâce au Face Yoga, grâce à un challenge de Face Yoga et ensuite une expérience sur le système nerveux avec Ludovic Leroux. Et je voulais que tu nous partages un petit peu comment toi, tu es venue en fait à prendre soin de toi au niveau de ton corps. Qu'est-ce qui a fait dans ton histoire qu'à un moment donné, tu t'es dit, soit par une rencontre, soit par une décision, comment c'est venu le fait que tu te rendes compte que c'était important de te connecter à ton corps pour que, en fait, des personnes comme moi qui étaient plutôt dissociées, etc., puissent avoir envie. Moi, c'est quelque chose que je ressens de plus en plus, le besoin de se reconnecter à ses ressentis et prendre soin de sa santé, mais à tous les niveaux, au niveau du corps, mais avec une approche comme la tienne. Et c'est vrai que tes activités, je les connais pas spécialement et volontairement, j'ai pas voulu aller trop chercher, à part le yoga du visage, parce que ça fait quelques mois que je suis différents comptes pour m'en inspirer et que j'ai commencé à mettre une pratique. Mais sinon, le reste, je le connais pas forcément, je l'ai pas forcément pratiqué et je me suis dit que c'était intéressant du coup que tu puisses l'expliquer
Alors peut-être tu prends dans le sens que tu veux, soit tu racontes un peu comment tu es arrivé à découvrir ça, pourquoi tu as eu besoin aussi de mettre ça dans ta vie, pour que les personnes qui sont comme moi, qui ne connaissent pas ces pratiques, puissent avoir peut-être envie de les découvrir. Ok. Alors pour le petit background, pour parler un peu de comment j'en suis arrivée là, je pense qu'il faut partir du début entre guillemets. J'ai été, je pense, j'ai pas. C'est vrai que c'est assez difficile de le savoir quand on est dissocié parce qu'on est dissocié, mais je pense que j'ai été comme ça. Enfin, j'ai eu des épisodes de dissociation assez forts quand j'étais petite. Il y a des grosses parties de ma vie que soit je n'arrive pas à associer les unes avec les autres, soit dont je me souviens pas. Euh, voilà, donc quand j'étais petite, j'étais loin de mon corps. J'étais voilà, enfin, et pourtant en même temps, toute petite déjà, je me détestais, mais que ce soit mentalement ou physiquement, je me disais, j'avais un rêve, c'était de recommencer ma vie, donc de partir et de revenir en fait, c'était ma croyance en tant que petite fille, parce que je trouvais que là j'avais mal commencé, je me trouvais pas au top, voilà. C'est assez fort en tant que, enfin, j'étais à l'école, fin d'école maternelle quand ça a commencé, en tout cas dans mes souvenirs. Mais parce que les autres te disaient des choses méchantes, enfin, qu'est-ce qui faisait que tu Pas disais du tout. ça? Au contraire, au contraire. Et ça, ça me passionne assez par rapport aux enfants de comment on peut faire en sorte qu'ils soient hyper épanouis, etc. Parce qu'au contraire, on croyait énormément en moi. On me disait que j'étais belle, on me disait que j'étais hyper mignonne, on me disait que j'étais très intelligente, etc. en tant que petite fille. Et ça me mettait une pression monstre, en fait. J'avais la pression de me dire, waouh, donc là, tout le monde pense que je suis mignonne, que je suis intelligente et que je vais aller loin. Donc j'ai intérêt à le faire parce que sinon, je vais tous les décevoir. Après, bon, j'ai une histoire de vie qui fait que pendant plusieurs années, j'ai pas vu mon père, etc. Donc, ça a certainement une influence aussi. Mais, mais c'est pas une question de. Enfin, j'ai jamais été comment harcelée ou ce genre de choses, quoi. C'est toi toute seule qui te racontais ces histoires au final. C'est ça. J'étais toute seule dans ma tête à me dire que j'étais grosse, alors que je vois des photos aujourd'hui, j'étais toute. J'étais, comme les gens me disaient, j'étais mimi, voilà. Mm. Et, euh, et donc voilà, donc j'ai grandi comme ça. Et en fait, ensuite, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire. Enfin, ça m'a mené, toute l'histoire m'a mené à des troubles du comportement alimentaire quand j'étais au lycée. Et puis, pour sortir des troubles du comportement alimentaire, à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, voilà, au développement personnel de manière générale. J'ai commencé avec Tony Robbins, etc. Et, euh, et chemin faisant, en fait, en m'y intéressant davantage au bien-être, etc., je me suis intéressée aussi, et en sortant des troubles du comportement alimentaire, évidemment, ça a un aspect aussi esthétique. Quand on a des troubles du comportement alimentaire, ça peut être plusieurs raisons, mais il y a aussi cet aspect de je veux pas être trop grosse, etc. Euh, et donc, je me suis intéressée au bien-être de manière générale, au bien-être du corps, mais j'avais cette difficulté vraiment à prendre soin de moi physiquement, euh, parce que j'étais jeune et parce que j'avais pas besoin, enfin, j'étais bien comme j'étais entre guillemets, et donc j'avais pas cet attrait à je vais prendre soin de moi pour prendre soin de ma peau, etc. Parce que j'avais pas de problème de peau, j'avais pas de problème, donc je voyais pas pourquoi prendre soin de moi finalement. Enfin, je le voyais, mais j'y arrivais pas à le mettre en place. Mhm. Et et en fait, un jour, bah, justement, j'ai découvert la méthode Face Yoga Studio. Ça a commencé par là. Enfin, j'ai fait dans l'ordre, j'ai voulu développer mon entreprise, j'ai développé mon podcast, etc. Et grâce à ça, j'ai découvert la méthode Face Yoga Studio. Et puis là, je suis vraiment tombée amoureuse de ça parce qu'en fait, le Face Yoga, mais aussi le Pilate et aussi la théorie polyvagale, enfin, prendre soin de son nerf vague, etc. Non seulement ça a un aspect esthétique, mais ça a un aspect aussi intérieur et donc ça fait énormément de bien. Et du coup, ça devient, quand on y goûte, et évidemment, au départ, il faut en faire une habitude, mais vraiment, à partir du moment où le bien-être, que ce soit le Pilates, le Face Yoga, d'autres pratiques que certaines personnes peuvent apprécier, ça devient addictif parce qu'il y a ce vrai bien-être, en fait. Moi, parce que c'est comme aller faire une promenade au soleil. Je faisais jamais de promenade au soleil quand j'étais plus jeune. J'aimais pas la nature, etc. J'y ai vraiment goûté. Je me suis forcée au départ. Et puis, c'est devenu une addiction parce que j'ai conscience du bien-être que ça me procure. Et que ce soit, encore une fois, le Face Yoga, le Pilates et toutes les pratiques que j'enseigne, c'est le fait de prendre. J'ai compris qu'en fait, le fait de rayonner de l'intérieur,
que ma santé interne, parce que donc avec le face yoga que moi j'enseigne, on utilise enfin on vient travailler sur le système lymphatique, on vient travailler sur les muscles, on vient les détendre, on vient en fait redonner toute leur place, redonner tout leur bien-être à tout ce qui est à l'intérieur de nous. Et c'est à partir de là que les imperfections extérieures qui se manifestent parce que on a quelque chose qui dysfonctionne à l'intérieur, eh bien, vont disparaître, vont s'effacer et on va pouvoir rayonner. Et ça, je l'ai compris. Et de même que par rapport au nerf vague, par exemple, le bien-être, le fait de pouvoir rester, je vais essayer de pas utiliser des mots trop techniques pour les personnes qui ne connaîtraient pas, mais le fait de pouvoir rester calme, de pouvoir rester ancré, de pouvoir rester euh, joyeux face à ce qui peut se passer autour de nous, ça influe sur notre rayonnement et sur ce que les gens peuvent apercevoir de nous. Moi, quand je suis sortie de mon premier séminaire par rapport sur le nerf vague, je souriais, j'étais contente, j'étais heureuse, etc. J'étais à Paris, dans le métro parisien, et je peux te dire que j'étais la seule. Et j'ai été agréablement surprise de voir des gens s'arrêter, se retourner et me dire waouh, parce que j'étais la seule souriante, parce que j'étais la seule qui était qui était ancrée, qui était malgré tout ce qui pouvait se passer, les gens qui courent, les gens qui te coupent la route, les gens qui te poussent. Tout ça, c'est des pratiques qui permettent un bien-être et qui permettent du coup le rayonnement extérieur. Voilà, c'est ce que j'ai réalisé et du coup maintenant je ne m'en passe plus. Ça fait combien de temps que tu es dans dans ces habitudes, j'ai commencé le développement personnel. J'ai commencé ça quand ça fait peut-être 7 ans maintenant, 7 8 ans. Et puis le face yoga, je pratique depuis 3 ans. Tu peux expliquer un petit peu ce que c'est le face yoga? Parce que moi, je sais, mais... Le face yoga, alors, il y a plein de face yoga. Ça dépend de la méthode qu'on va enseigner. Moi, j'utilise la méthode face yoga studio. Et donc, l'idée, c'est de venir travailler sur la posture, les cervicales, le bas, milieu et haut du visage. On vient faire des massages, des exercices et des acupressions pour, comme je le disais, on va venir détendre les muscles qui ont besoin d'être détendus. On va revenir faire circuler la lymphe. La lymphe, faut savoir que c'est l'élément essentiel de notre système immunitaire. Donc, une lymphe qui ne circule pas, c'est un système immunitaire qui est détraqué. Et donc, c'est des imperfections aussi. C'est des problèmes de santé. On va venir éliminer les tensions et on va venir rendre, en fait, les muscles qui ont besoin d'être davantage sollicités, on va les solliciter. On va venir détendre les muscles qui sont sursollicités et on prend en compte le quotidien, les besoins et les envies des personnes, évidemment, pour que ce soit... Parce qu'une personne qui travaille à la ferme a certainement des besoins différents. Ah, c'est pas certainement, elle a des besoins différents qu'une personne qui a son bureau toute la journée. C'est des postures différentes, c'est des mouvements différents, c'est des tensions du coup différentes, etc. Oui, et puis c'est surtout que c'est accessible, rapide. C'est par rapport à une activité, moi qui suis pas trop sportive, c'est quelque chose, grâce à un challenge que vous aviez mis en place, que j'ai pu mettre en place au quotidien ou régulièrement dans la semaine parce que c'est un petit moment, c'est un rendez-vous qu'on a avec soi-même en faisant quelques gestes avec notre visage le matin. Donc, moi, je sais que, par exemple, je me démaquillais pas beaucoup, je prenais pas le temps pour moi, ne serait-ce qu'au niveau de mon visage. Et ça permet de se réconcilier aussi avec l'image qu'on peut avoir de soi. Donc, au-delà de se dire c'est une routine esthétique, comme tu disais, ça apporte, ça nous oblige à nous regarder dans la glace, donc à se reconnecter à soi, à son regard, à prendre soin de soi. Et puis, comme il y a des résultats physiques, parce qu'on voit que le visage, il change aussi, qu'on n'a pas besoin de passer par le bistouri, etc. Enfin, c'est vrai, comme tu dis, qu'il y a vraiment un bien-être à tous les niveaux. Et donc, ça, c'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant aussi de montrer aux gens qu'on peut se connecter et avoir des actions sur son corps sans forcément passer 2 heures en salle de musculation ou en allant courir 1 heure. Une maman qui vient d'accoucher ou qui a un jeune bébé, elle peut faire ça quand même si elle a que 5 minutes, voilà, c'est vraiment quelque chose, on parle toujours de prendre soin de soi, mais comme tu dis, selon le métier qu'on a, selon la vie qu'on a, on peut pas, on se dit, en fait, on a tendance à se mettre des blocages et on ne sait pas forcément qu'il y a ces pratiques qui existent. Donc, c'est bien d'en parler et je trouve ça génial, en fait, de pouvoir proposer ça. Ouais. Il y a quelque chose dont tu m'avais parlé quand tu m'avais parlé, toi, quand on avait un petit peu échangé avant, donc c'était le fait que tu aies beaucoup voyagé.
si j'ai bien compris. Donc, tu as eu plusieurs tranches de vie, on va dire, dans des pays différents. Et là, pour expliquer aux personnes qui écoutent, tu es dans une période de changement aussi de ta vie où tu as pris des décisions, donc où tu es revenu en France. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu si ça a fait toujours partie de ta vie, si c'est un besoin, voilà, d'aller dans d'autres pays, qu'est-ce que ça t'apporte, est-ce que ça te nourrit de rencontrer d'autres personnes? Comment tu vis ce rapport-là parce que du coup, tu es très ouverte au monde, donc ça ramène à ce besoin de créer du lien qui est important pour nous en tant qu'être humain et dans cette société, cette période où on a tendance à être plutôt dans la séparation, dans le jugement, etc. En quoi créer du lien avec les autres, voir les autres, d'autres cultures, comment d'autres personnes peuvent vivre, eh bien, ça te permet, toi, de voir les choses autrement, tes relations autrement. Est-ce que ça a un impact? Comment tu vis ça, toi? Alors, moi, j'ai eu la culture du voyage très jeune parce que mon père est moniteur de plongée et ma belle-mère est hôtesse de l'air. Et donc, du coup, dès ma naissance, mes parents sont allés vivre au Vietnam dans un premier temps pour créer une agence de plongée. Ensuite, je suis rentrée en France. Moi, mon père est réunionnais, donc je suis souvent allée à La Réunion. Euh, Mes parents m'ont toujours parlé de leur voyage quand ils étaient, enfin, avant leur séparation et avant ma naissance. Ensuite de ça, mon père est allé vivre à Bora Bora, donc j'y allais tous les ans, etc. Voilà, j'ai grandi avec cette culture du voyage et, euh, et en fait, au départ, en fait, le problème que j'ai rencontré entre guillemets, c'est qu'au départ, j'ai grandi euh, avec la société actuelle, qui fait que je me suis rendu compte que voyager, en tant que petite fille, voyager, c'était pas, enfin moi je voyageais pour aller voir mon père, c'était pas un truc de fou quoi, juste Oui, donc j'allais du voir coup, mon pour toi, père, quoi. c'était normal. J'allais comme les personnes qui vont à la maison, enfin de l'autre côté de la ville pour aller, enfin quand ils ont la garde partagée, c'était pareil. Je m'en fichais un peu de voyager. Mais je me rendais compte que ça faisait un effet waouh aux gens. Donc au départ, c'était un peu ça que j'aimais dans le voyage, c'était simplement l'aspect Instagrammable, alors même que Instagram n'existait pas, mais c'était le même système. Ensuite, j'ai grandi ensuite donc enfin dans mon adolescence. J'ai eu peur, j'ai eu très très peur de l'avenir, j'ai eu très très peur de ne pas être capable de m'occuper de moi-même, de ne pas être capable de trouver un job, etc. Et c'est à partir et donc c'est pour ça que j'ai commencé à partir, c'est-à-dire que pour trouver mon premier job, c'était plus compliqué en France parce que tout le monde veut que tu aies déjà une expérience. Et donc je suis allée en Angleterre où ils offrent beaucoup plus d'opportunités. Ensuite, j'ai fait des petits voyages comme par-ci par-là avec l'argent que j'avais, etc. Et vers la fin de mes études, j'ai eu peur aussi de ne pas avoir de travail. Donc, je me suis dit, avant de finir mes études, je termine en, à distance. Et je suis allée en Italie à ce moment-là euh, travailler dans une famille, être logée, voyager en même temps. Et donc, en fait, j'étais logée, nourrie, pas blanchie, mais voilà, presque. Et puis j'avais juste à, enfin voilà, j'étais étudiante et puis je me disais, bon, et puis je me disais à ce moment-là, ben, ça se trouve, je ferai toujours ce travail-là, aller dans des familles, m'occuper des enfants et être nourrie, logée et puis voyager en même temps. Parce que j'avais peur. C'est vrai que c'est impressionnant. Souvent, les gens me disent, waouh, t'as voyagé et tout. Non, enfin, même t'as créé ton entreprise et tout. Il faut savoir que quand tout ce que j'ai commencé, voyage et entrepreneuriat, c'était par la peur de ne pas réussir à trouver un job lambda, à être comme tout le monde, etc. Tu en avais conscience de ça ou c'est suite au J'en travail? avais très conscience. J'en avais très conscience. C'est pour ça que j'ai beaucoup eu aussi le syndrome de l'imposteur. Enfin, depuis que je suis toute petite, en fait, j'avais très conscience d'avoir le syndrome de l'imposteur et de me dire, personne ne me connaît, tout le monde pense que je suis une meuf de ouf, alors que pas du tout. Enfin, voilà, j'avais vraiment cette idée-là. Et puis ensuite, j'ai pris confiance en moi grâce à l'entrepreneuriat, grâce à une relation, grâce au voyage aussi, aux rencontres que j'ai pu faire. Et donc, j'ai voyagé davantage. Et là, c'est vraiment les gens
que j'ai. Enfin, moi, je voyage pour les gens. C'est-à-dire que une belle mer, un beau paysage, etc. C'est très joli. On regarde ça pendant un instant, mais au final, ce que je retiens quand je repars de mon voyage, c'est vraiment les gens, les personnes avec qui j'ai discuté, les sourires, etc. Et aujourd'hui, par contre, pourquoi je suis un peu accro au voyage, c'est parce que je tiens à ne pas oublier à quoi ressemble le monde, quelle est la réalité de toutes les personnes de ce monde-là. Parce que c'est vrai que j'ai tendance, avec des personnes qui voyagent peu, quand je discute, ils ont une vision du monde qui appartient en fait aux personnes qui connaissent, aux personnes qui voient autour d'eux, etc. Et donc, si tu habites dans un quartier défavorisé français, ou si tu habites au plein cœur de la campagne française, ou si tu habites à La Réunion ou à Bali, ou peu importe, ta vision du monde, si tu ne t'ouvres pas, est complètement différente de la réalité. Elle est pas fausse, mais c'est un grain de sable, en fait, par rapport à ce que le monde est, tu vois. Et donc, pour moi, c'est très important de rester connecté à la réalité. Et en fait, finalement, le voyage est un moyen de rester connecté à la réalité. Et du coup, ça reste facile par rapport à tes activités. Est-ce que c'est ce qui a fait aussi que tu as choisi ces activités-là parce que ça te permet de les exercer d'où tu veux par rapport à ta vie professionnelle? Alors, mes activités, je les ai choisies. Enfin, mon activité, en fait, je suis une hypersensible et je suis très self-aware, on dit, donc consciente de moi-même. Mm-hmm. Et donc, voilà, depuis toute petite, je sais exactement ce en quoi je suis forte, ce en quoi j'ai des faiblesses, etc. Et donc, je sais que, enfin, depuis toute petite aussi, j'étais à fond dans l'organisation. C'est-à-dire que mon jeu préféré en tant que petite fille, c'était pas les Barbies, c'était pas les voitures non plus, c'était de faire un tableau et de organiser un centre équestre, donc voilà, donc tel cheval va aller avec tel professeur, avec tel élève, à telle heure. C'était ça mon jeu préféré. Ou organiser une salle de classe, ou enfin voilà, de faire des organisations. Et donc, c'est mon job aujourd'hui d'organiser. Enfin, c'est une partie de mon job en tout cas, d'organiser, de planifier, de faire des stratégies aussi, c'est hyper intéressant. Et donc, enfin, ça fait partie de moi. C'est pour ça que j'ai choisi mon job parce que je pense que c'est la meilleure manière de contribuer au monde, c'est de permettre à des entrepreneurs qui font du bien de faire du bien au mieux parce que moi je les aide en backstage, tu vois, Parce que les entrepreneurs que tu aides, c'est des personnes essentiellement dans le bien-être ou tu aides dans tous les domaines? J'ai cru comprendre que dans ton podcast, tu interviewais plutôt des personnes qui étaient en lien avec le bien-être d'une façon ou d'une autre, pas forcément, pas que des thérapeutes, mais des personnes qui, soit par le vêtement ou d'autres activités, sont tournées vers les autres en fait. Donc, Alors, j'accompagne principalement des personnes, effectivement, qui sont dans le bien-être, où il y a des valeurs derrière qui me tiennent à cœur. Je ne peux pas travailler avec une personne dont je ne partage pas les valeurs, où j'estime que son produit, son service n'est pas bénéfique à tous, en fait. J'ai pu rencontrer déjà des personnes qui vont vendre à n'importe qui. Alors, c'est un service qui est intéressant, c'est un produit qui est intéressant, mais par peur de manque d'argent ou de ce genre de choses, vont vendre à n'importe qui, même des personnes qui n'en ont pas besoin. Et ça, c'est pas possible. J'ai besoin de me regarder dans un miroir à la fin de la journée. Donc effectivement, je travaille avec des personnes en fait dont le métier me parle. J'ai travaillé aussi avec, par exemple, des restaurateurs, mais c'est des restaurateurs. J'ai pu aller dans leur restaurant et j'ai pu voir le bonheur des gens, en fait, de manger dans leur restaurant, de voir leur énergie, etc. Et ça me suffit. C'est pas forcément que dans le bien-être parce que finalement, même acheter une bonne paire de gants éthiques et bien chaudes, et ben, ça fait du bien. c'est ça, c'est que ça dépend. En fait, c'est que le message aujourd'hui, c'est qu'on peut éveiller, être tourné vers les autres, mais pas qu'en étant dans la thérapie, dans le sport, le yoga. On a des millions de façons, que ça soit dans l'agriculture, comme tu disais tout à l'heure, que ça soit dans la conception de vêtements, dans la restauration, parce que tout ça, en fait, ça crée du lien, ça crée des relations avec les autres et ça leur fait du bien. Moi, avant, j'étais dans l'événementiel, j'organisais des goûters d'anniversaire, etc., des animations pour les enfants. Et c'est vrai que mon but, c'était que les petits et les grands soient acteurs de leur événement pour créer des souvenirs. Donc, en fait, il y a toujours des façons d'aider, d'accompagner, de s'ouvrir au monde de différentes façons. Et même travailler dans des bureaux, à la rigueur,
enfin, ça peut servir également déjà à nos collègues, le fait de rester, enfin, de partager de la joie, de la bienveillance, etc. autour de nous, eh bien, ça a un impact parce qu'en fait, on dit toujours qu'on est à 6 personnes. Il y a 6 personnes entre nous et une personne qu'on aimerait contacter. 6 personnes maximum. Donc, finalement, il y a 6 personnes entre nous et tout le reste du monde. Donc, juste un impact sur notre voisin, ça va impacter un autre voisin qui va impacter un autre voisin et ça suffit. Et après, évidemment, pour moi, c'est important aussi de se dire, est-ce que je travaille dans une entreprise ou est-ce que je travaille avec des entreprises ou des particuliers qui partagent mes valeurs, qui partagent ma vision du monde parce que finalement, c'est ça, moi j'ai une vision du monde pour l'avenir. Alors, je ne sais, je dis toujours, je sais que je ne sais rien. Et donc, ça, c'est j'ai une vision du monde, mais je sais que c'est pas forcément la meilleure. Je sais que je suis peut-être un petit peu utopiste, etc. Mais ça me tient à cœur de me demander tous les jours, est-ce que je travaille avec des personnes? Est-ce que j'aide des gens qui vont vers cette vision du monde-là ou vers l'opposé? Et ça, c'est important. Mais par rapport au voyage, du coup, aujourd'hui, je m'interdis moi-même de vivre n'importe où. Pourquoi? Parce qu'il y a des décalages horaires qui sont moins avantageux pour mes clients et je le comprends et je l'accepte. Donc, et aujourd'hui, honnêtement, j'ai toujours envie de voyager, mais j'ai ce côté sédentaire, ce côté casanier que j'ai vraiment envie de garder. Et donc, là, en ce moment, donc, par rapport à la période de transition à laquelle tu faisais référence, je suis à la recherche de l'endroit où j'ai envie de vivre. Et le problème, c'est que je suis beaucoup trop libre. Je suis célibataire depuis peu. Je suis à mon compte. Je travaille derrière mon ordinateur. J'ai pas vraiment d'attache parce que ma famille est un petit peu partout. Mes amis sont un petit peu partout. Et donc, je pourrais vivre absolument n'importe où. Et donc, je sais pas. C'est ça aussi que je voulais te demander dans ce genre de décision, parce que du coup, tu as changé de vie quand on change de pays, etc. Donc, c'est quoi ton rapport à l'inconnu? Parce que moi, je me rappelle, à un moment donné, je vivais en province et l'endroit où je travaillais, les gens n'avaient pas été plus loin que, comme tu disais tout à l'heure, à 45 km. C'était en Normandie, ils n'avaient même pas encore été à Paris et tout ça. Donc, ça les impressionnait qu'on puisse prendre des décisions, se mettre à son compte, déménager. Donc, toi, le fait que tu partes un petit peu du jour au lendemain, je ne dis pas de façon irréfléchie, mais que tu partes comme ça soudainement dans un autre pays, tu n'as pas d'appréhension. Comment tu vis un petit peu ça? Alors, Alors, à la base, je suis une grande. Je pense que ça fait partie aussi de toutes les. Enfin, c'est une problématique que toutes les personnes qui ont souffert de troubles du comportement alimentaire ont. C'est que je suis une grande. Je vais arrêter d'utiliser des termes anglais, mais je suis une grande accro du contrôle. J'ai besoin de tout contrôler. Ça, c'est à la base. Et je m'en suis également rendu compte, évidemment, assez jeune. Et donc, j'ai fait un travail sur moi-même pour lâcher prise. C'est un travail qui est long. Donc, j'ai essayé de sauter à l'élastique, de faire du chant en saut en parachute. Je l'ai fait, c'était génial, etc. C'était instantané, enfin, c'était sur le moment. Et peut-être ça m'a impacté sur plusieurs semaines, mais ça n'a pas été suffisant. Je pense que le meilleur moyen, c'est d'avoir des relations avec des personnes qui sont notre opposé. Donc, des relations, ça peut être amoureuses ou amicales ou peu importe. Mais le fait de vouloir absolument garder et entretenir des relations avec des personnes qui sont différentes de nous, moi, personnellement, ça m'a poussée à me remettre en question, à faire des efforts, à travailler sur moi-même. Et donc, je me suis détachée du besoin de contrôle. Et c'est marrant que tu me poses cette question aussi parce que j'ai eu un éclair d'illumination, entre guillemets, il y a quelques jours. Parce que, en fait, je me suis dit, moi, je suis une casse-cou. Voilà. J'adore les sensations fortes. J'ai commencé à apprendre le snowboard, j'avais 21 ans. Le surf, pareil, j'avais peut-être 18 ans. Enfin, c'est des choses que généralement on commence quand on est plus jeune ou qu'on grandit dans cet univers-là. Je fais toujours plein d'activités différentes. J'ai dit que j'avais fait du saut élastique, saut en parachute, etc. J'adore la nouveauté. Je suis une casse-cou. Et quand il s'agit de la peur physique, j'ai toujours tendance à me dire, au pire, j'aurai mal, et puis c'est pas grave. Au pire, j'aurai un plâtre, au pire, je vais me brûler, au pire, voilà, mais je passerai à autre chose. Enfin, ça va passer, quoi. Mais pour la peur, enfin la douleur émotionnelle, c'est beaucoup plus difficile de se dire, au pire, j'aurai mon cœur brisé, parce qu'on a tendance à se dire qu'on s'en sortira jamais du cœur brisé, ou ce genre de choses. Au pire, je vais tout perdre aussi, parce que il y a ce côté-là aussi pécunier, le fait de partir, d'aller dans l'inconnu, et à tout moment, tu perds tout. À tout moment, il faut que tu rentres chez toi, et puis t'as pas de logement, t'as plus rien. Donc il y a cette peur-là. Mais en prenant confiance en moi, en fait, je me suis dit
je me suis dit, bah, au pire, c'est pas grave. J'ai compris que au pire, je pouvais tout surmonter. J'étais, ben voilà, au pire, même, je suis allée jusqu'au bout du bout en me disant, au pire, tu te retrouves à la rue. Euh, Au pire, ou même au pire, bah, j'ai travaillé chez Lidl quand j'étais étudiante. Au pire, je retourne travailler chez Lidl. Au moins, j'aurais essayé, j'aurais tout donné, je ne pourrais pas regretter. Et parce que la pire des choses, c'est le regret de toute façon. Donc, c'est comme ça. En fait, je ressens la peur et puis j'y vais. Voilà. Oui, tu la vis, tu la traverses, tu la laisses te traverser comme ça, tu la vois et ça te permet aussi de te rendre compte, à force d'expérience, que finalement, il y a des fois où oui, tu as eu peur, mais tu as pu montrer à ton cerveau, à ton corps que finalement, c'est pas parce que tu t'es retrouvée toute seule dans un pays inconnu que tu n'as pas pu développer des relations, trouver un logement, etc. C'est ça. J'ai fait des petits pas aussi. Je me suis pas lancée directement à 100%. Enfin, quand je suis allée en Italie, je suis pas partie en mode solo, je connais personne. Voilà, je suis allée dans une famille dans un premier temps. Après, je me suis installée. Après, voilà. Après, je suis allée en Suisse, qui est juste à côté. Enfin, j'ai fait des petits pas et petit à petit, aujourd'hui, je suis capable de me dire, bah, à tout moment, je vais vivre au Costa Rica. C'est pas mon intention, et puis je connais personne au Costa Rica et puis c'est pas grave et puis voilà, c'est pas mon intention, mais j'ai fait des petits pas et en fait à chaque petit pas, je me dis, oh, j'arrive. Et puis, du coup, et en fait, le petit pas, ce qui devient facile aujourd'hui, était un truc énorme il y a quelques années, en fait. Mais voilà, il faut prendre le temps aussi, je pense. Oui, mais c'est bien, ça explique à des gens qui se disent, mais c'est impossible de faire ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent changer de vie, sans forcément partir à l'étranger, mais changer d'entreprise ou quitter une personne avec qui ils sont. Souvent, quand on est en couple avec des enfants, il y a plein de gens qui restent parce qu'elles ont peur de tout ce que ça va engendrer comme changement de vie, etc. Donc, pouvoir témoigner du fait que bah, on peut recommencer à zéro, même quand c'est pas notre culture, même quand on parle pas la langue, etc. C'est quand même inspirant et d'expliquer aussi, parce qu'avec les réseaux sociaux, les podcasts et tout, on peut avoir croire que ça se fait en 2 jours, que c'est des personnes qui prennent une décision le lendemain, elles sont déjà dans un nouveau pays et puis tout va bien. Non, il y a quand même des étapes à franchir et qu'on peut y aller tranquillement. Donc, ça, c'est inspirant. Et là, je rebondis là-dessus. Moi, faut savoir que je me suis séparée de mon ex, du coup, il y a quelques jours, quelques semaines. Mais c'est une décision que j'ai pris le temps de prendre. J'avais déjà des doutes, et je savais pas faire la différence. Est-ce que j'ai peur de rester parce que ça veut dire que voilà, je vais passer peut-être 80 années de ma vie avec cette personne-là. Ça fait peur aussi de se dire voilà, ou alors je reste et puis finalement peut-être que ça se termine dans quelques années et j'aurai plus rien. Moi, j'ai pas grandi dans une famille où mes parents se sont séparés quand j'avais 2 ans. Je vais pas rentrer dans les détails de leur relation aussi, mais ma famille était un petit peu chaotique, donc j'ai pas eu cette idée de le couple heureux toute sa vie, etc. Donc, ça fait peur aussi de se dire, je m'engage enfin, moi, quand je m'engage, c'est pour la vie, donc je m'engage, quoi. Donc, ça fait peur. Est-ce que j'ai peur de rester ou est-ce que j'ai peur de partir? C'est hyper compliqué aussi de savoir ça. Donc, j'ai pris le temps. Et puis, petit à petit, je me suis réveillée, entre guillemets. Petit à petit, j'ai eu des petites prises de conscience et j'ai compris que là, il était temps pour moi de partir malgré la peur et que je ne partais pas à cause de la peur. Et donc ça, enfin, je pense qu'il faut prendre le temps. C'est OK de pas être sûr. C'est, voilà, prendre le temps, se poser les bonnes questions, faire des petits exercices, écrire, se reconnecter à soi aussi. Qu'est-ce que ça me fait dans mon corps quand je pense à telle chose? Quand je pense à partir, qu'est-ce que ça me fait dans mon corps? Qu'est-ce que ça me fait? Et le dernier jour, avant qu'on se sépare, j'ai écrit dans mon journal, je pense que si je pars aujourd'hui, j'aurais pas le cœur brisé. Et donc, c'était, voilà, ça y est, je savais que si je partais, ça allait être la bonne raison. Enfin, ça allait être pour les bonnes raisons. Et je restais, non pas parce que j'étais folle amoureuse et que je voulais faire ma vie avec lui, mais je restais aujourd'hui, enfin, sur la fin, parce que j'avais peur de partir. J'avais peur de perdre mon confort, changer ma réalité, sans savoir, c'est ce que je suis en train de traverser aujourd'hui, sans savoir où est-ce que je vais vivre, etc. Donc, tu nous as parlé de ta façon de prendre des décisions dans ta vie. Moi, je suis spécialisée en psychogénéalogie. Donc, j'accompagne les gens à comprendre en fait leur héritage transgénérationnel et surtout ce qui les construit. Et je voulais savoir, toi, sans rentrer forcément dans le détail de ta vie familiale, mais
avec tout le chemin que tu as fait sur toi, sur tes blocages, tes problématiques, la façon dont tu as trouvé aussi ton chemin pour te réaliser, est-ce que tu as pris conscience de ce que tes parents, ta famille, les personnes qui t'ont accompagné pendant ton enfance ou jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'elles t'ont transmis, ce qui t'a donné des racines pour être celle que tu es? Et est-ce qu'il y a des choses, des mémoires ou des conditionnements dont tu as pris conscience, des loyautés familiales que tu pouvais avoir, donc que tu pouvais répéter par automatisme parce que ça te permettait de te sentir en sécurité, parce qu'on t'avait dit, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et donc tu as réussi à te défaire, ou alors que tu vois, mais dont tu n'arrives pas encore à déprogrammer, que tu subis encore. Est-ce que ça te parle, ces sujets-là? Est-ce que tu les as un petit peu Alors, explorés? ça me parle et je pense que ça peut être super intéressant d'en discuter ensemble parce que je ne suis pas experte de la psychogénéalogie, mais j'ai observé des choses et souvent j'ai des conversations intéressantes avec les gens parce que je pense, tu sais, il y a une histoire que j'adore, que j'aime bien raconter, c'est un père de famille qui a terminé en prison, qui était alcoolique, c'est un criminel et il a terminé en prison. Et ses deux fils, enfin, donc il avait deux fils de quasiment le même âge, etc. Il y en a un qui est devenu avocat et l'autre qui est devenu, qui a fini en prison alcoolique, etc. Et les deux, quand on leur a demandé pourquoi, les deux ont dit, j'avais pas le choix. Et moi, je suis plutôt, alors je suis pas avocate et je suis pas au top, enfin je suis pas, voilà, je suis pas incroyable non plus, mais je suis plutôt du genre à avoir pris le parti de bien finir entre guillemets, même si ça a été un chemin un petit peu semé d'embûches quand j'étais plus jeune, mais quand j'étais plus petite, je voyais ma mère qui avait pas d'argent et qui avait des soucis avec les hommes et qui a rencontré pas mal de difficultés avec ça. Elle a souvent tout perdu en suivant des hommes, etc. Et donc, moi, ce que je voyais, ce que je lui disais quand j'étais toute petite, c'était, je vais travailler dur pour pas finir pauvre comme toi. C'est pas facile, mais je lui disais, voilà, je me souviens d'un jour dans la voiture où je lui ai dit ça, et même elle s'en souvient très bien, je le disais régulièrement. Et donc ça m'a forgé cette culture du travail et cette envie d'aller loin et de gagner mon argent par moi-même, etc. Et d'être indépendante et de pas tout plaquer pour un homme. Et donc j'ai essayé aussi de déconstruire ça parce que finalement j'ai rencontré mon ex en Italie. Et puis, il a fallu prendre une décision à un moment donné parce que moi, j'avais prévu de rentrer en France et j'ai dû tout quitter, entre guillemets, en sachant que je suis à mon compte quand même, mais j'ai dû tout quitter pour lui. Et donc ça a été très difficile pour moi. J'avais très peur. Voilà, j'ai beaucoup de crises de larmes, mais j'y suis allée. J'ai décidé de vivre ma vie quand même, de faire cette expérience-là. Et je me suis dit que je ne peux pas laisser l'histoire de mes parents, l'histoire de ma mère, dicter comment moi j'allais vivre ma vie par peur, soit en refaisant la même chose qu'elle, soit en faisant complètement l'opposé parce que je suis différente, je suis pas elle en fait. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel je travaille. Après, encore une fois, c'est pour ça aussi que j'ai pris du temps à partir de ma relation parce que je me suis dit à tout moment je pars parce que j'ai peur de tout perdre comme ma mère l'a fait, etc. Donc voilà. Donc du coup, je dirais que je ne reproduis pas vraiment mais au contraire, j'ai eu tendance à partir dans le sens inverse pendant un moment. Après, j'essaie aujourd'hui quand même j'aime bien cet aspect énergie yin et yang ou masculine, féminine, peu importe comment on a envie de l'appeler. Et je me dis, qu'est-ce que je veux moi pour ma vie? J'ai très envie d'avoir une famille, de m'occuper de mes enfants. Et ça, si je suis dans mon énergie, je suis indépendante, j'ai besoin de personne, etc. Eh bien, il y a peu de chances que je trouve un homme qui me permette de m'occuper de mes enfants, etc. Donc, j'essaie de contrebalancer. Ça, c'est le travail que je suis en train de faire actuellement. J'essaie de parler aussi ouvertement par rapport à ça pour l'incarner, pour pouvoir en discuter, pour avoir des feedbacks. Mais du coup, voilà, je sais pas trop si j'ai répondu à ta question, mais c'est ce que j'en retire en tout cas de l'histoire de mes parents et de ce qu'il en ressort Oui, puis aujourd'hui. en fait, par rapport à ce que tu as expliqué au début, tu as souvent dit, je suis partie à l'étranger parce que j'avais peur de ne pas pouvoir travailler. Et en fait, ça fait écho avec ce que tu expliquais, quoi. Donc, Mhm. avec ce que tu as dit sur ta peur quand tu as vu ta mère tout le temps comme ça, qui, euh, qui perdait tout et ton besoin de travailler pour pas te retrouver comme elle. Là, plusieurs fois,
au début, tu as dit, je suis partie en Angleterre, enfin, j'ai pas tout noté, mais ce qui m'a interpellée, c'est que souvent, tu as dit, la peur, tu as relié peur et travail. Tu vois. Et c'est là qu'on Et voit. le travail, c'est vraiment le travail et l'argent. Enfin, j'avais vraiment ce besoin de sécurité financière, en fait, Hmm. dont je me libère parce que, bah, aujourd'hui, enfin, mais en même temps, je m'en libère parce que je l'ai. Et je m'en libère aussi parce que je me dis, bah, au pire, je travaille chez Lidl et puis c'est pas grave. Oui, Il parce y a que toujours une solution. tu as maintenant traversé suffisamment de choses pour te rendre compte, comme quand tu as sauté à l'élastique, que tu n'allais pas mourir. Donc, avec tout le travail que tu as fait sur le fait de pouvoir vivre plus en confiance, tu sais aussi que tu es en capacité de t'adapter. Je pense qu'aussi le fait que tu changes souvent d'environnement, ça t'aide aussi à te dire que tu es capable de t'adapter, oh, pardon, de t'adapter à d'autres choses, d'autres personnes. Donc ça, c'est sûr que c'est nourrissant. Enfin, ça montre aussi à quel point le fait de s'ouvrir, même si on a peur de l'inconnu, même si on ne sait pas où on va, eh bien, si on lâche un petit peu les enjeux et qu'on se concentre sur le moment présent et sur ce qu'on peut faire pas à pas, bah, ça permet aussi de découvrir des choses auxquelles on ne s'attendait pas et vraiment d'être dans l'expérimentation. Enfin, j'ai l'impression que c'est ce que tu fais en t'autorisant à vivre, que ça soit dans tes activités professionnelles ou personnelles dont tu parlais tout à l'heure, c'est que tu oses, en fait, même si tu ne sais pas où tu vas, tu as suffisamment confiance, même si tu as parlé beaucoup du fait que tu avais beaucoup de pression et que on pouvait attendre des choses de toi, tu oses quand même avoir suffisamment conscience, enfin, tu as conscience de ce que tu es et tu as suffisamment confiance pour oser ça. Donc, ça prouve aussi, moi, mon travail, il sert aussi à montrer aux gens que je reçois beaucoup de gens qui donnent tout aux autres et qui s'oublient. Donc, j'essaie de les réorienter vers une autre façon de voir les choses, que plus aussi on est conscient de ce qu'on est, plus on a confiance en qui l'on est, on sait que bah, notre valeur, l'amour qu'on peut, enfin, dans lequel on peut vivre, c'est un état, la paix, etc. C'est un état et c'est pas quelque chose que l'extérieur va forcément. Enfin, il faut arrêter de courir après et aller chercher à l'extérieur. Tu vois, il y a une réflexion que je fais beaucoup aux personnes que je reçois en ce moment, c'est vous avez tout donné aux autres, au final, regardez aujourd'hui où vous en êtes et elles me font toute la même réflexion, c'est oui, et moi, là, enfin, dans l'histoire, au final, j'ai rien pour moi. Et toi, je trouve que ton exemple de ton histoire, il est inspirant parce que on sent que tu as une grande ouverture de cœur dans, dans le fait bah, de travailler avec les autres, d'être au service des autres, avec certaines valeurs qui sont importantes pour toi, d'interroger des personnes, de mettre en lumière des personnes dans tes podcasts, de mettre en lumière aussi, de permettre à des personnes, grâce bah, au face yoga, au pilates et tout ça, tu aides les gens aussi à rayonner, à prendre conscience de leur lumière, de leur potentiel et tout ça. Donc, ça montre bien que tu peux être concentré sur toi, tu vois, être généreuse avec toi, sans que ça implique que tu es égoïste ou égocentrique avec le monde, parce que toi, au contraire, plus tu t'ouvres au monde, plus tu es ouverte avec toi-même. Donc, je trouve que c'est une belle histoire parce que ça montre que c'est pas en restant caché dans sa grotte, chez soi, enfermé à juger les autres ou à se juger soi-même. En fait, ça mène à rien. Alors que bah, si des fois on fait un petit peu confiance et on se dit allez, vas-y, j'essaye, sans forcément partir tout de suite soit à l'élastique ou en déménageant à l'autre bout de l'Europe, mais ça montre que parfois en faisant le premier pas, en passant à l'action, bah, il peut arriver de belles choses quand même, et que même si toi, bah, tu es dans une situation où finalement bah, la relation dans laquelle tu étais se termine, c'est pas pour ça que c'est la fin du monde. Enfin, tu sais que tu es dans, dans un passage de ta vie. Et pour te suivre sur Instagram, voilà, c'est sympa aussi de voir les étapes que tu traverses, parce que tu racontes pas, tu n'es pas une influenceuse, tu n'es pas là à raconter dans le détail, mais tu expliques un petit peu ton parcours. Donc je mettrai tes liens aussi de tes comptes, de ton podcast, pour que les gens puissent suivre aussi bah, ton aventure, ce que tu aimes partager. Et je trouve ça génial de partager avec autant d'authenticité, en fait, ce que tu es, tes valeurs, parce que ça peut inspirer les gens. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore très, très fermés et que c'est pas une notion de faire de la méditation tous les jours. Enfin, là, tu as un discours qui est quand même très cohérent
Et souvent, les gens pensent que développement personnel, là, tu as parlé de travail en parlant de vie professionnelle, mais tu n'as pas dit, souvent les gens disent, oh là là, il faut que je travaille ça sur moi, etc. Mais là, on voit que toi, tu vis ça comme une expérience, quelque chose à explorer, même si forcément, enfin, on n'est pas rentré dans le détail, mais le fait d'avoir une relation compliquée avec la nourriture, etc., avec ton corps, ça a dû être quand même des expériences de vie qui n'ont pas été forcément toujours agréables. Donc, ça prouve qu'on peut traverser des épreuves, des expériences et quand même vivre en paix en sachant s'adapter à ce qui nous arrive et en laissant le présent, en fait, un petit peu nous faire des cadeaux. Donc, je trouve que je te trouve très rayonnante et je te remercie de ce partage parce que j'espère que ça va inspirer les gens à croire aussi qu'on n'est pas obligé de se tenir à ce que la vie nous a mis sur notre chemin par rapport à nos parents, par rapport à nos conditionnements, qu'on peut se défaire de tout ça pour aller explorer autre chose à partir du moment où c'est juste pour nous. Dans les questions que je voulais te poser, c'est est-ce que il y a une grosse prise de conscience que tu as eue sur toi, la vie, quelque chose, enfin, une rencontre avec quelqu'un ou une formation que tu as faite qui fait que tu as changé de paire de lunettes sur le monde, sur toi. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as pris conscience dans tout ce cheminement que tu aimes bien transmettre aux autres, un message que tu portes, tu as envie de transmettre aux personnes que tu accompagnes ou aux personnes qui t'écoutent là? Ben, ça fait un petit peu ce que j'avais envie de. Je vais utiliser ta question pour rebondir sur ce que tu disais juste avant. Pour toutes les personnes qui donnent beaucoup, qui donnent et qui reçoivent pas ou qui ne s'autorisent pas à recevoir aussi peut-être. Parce qu'en fait, quand on donne, on donne. C'est comme on en parle souvent dans la création de contenu, par exemple. Si on crée, on crée. Au bout d'un moment, eh bien, on perd l'inspiration parce qu'on ne s'autorise pas, on ne se laisse pas l'espace pour recevoir en fait cette inspiration. Et c'est pareil quand on donne aux gens. Je pense que faut savoir aussi arrêter de donner. Pour arrêter de donner, ça veut pas dire non à tout d'un coup, etc. Ça veut dire simplement parfois s'autoriser à prendre du temps pour soi, par exemple dans un couple. Moi, je l'ai vu dans ma relation. C'était assez incroyable, impressionnant de le voir dans ma relation. Si j'arrêtais pas de donner, j'avais l'impression de pas recevoir l'amour que j'avais envie de recevoir. Et si d'un coup, si je me mettais à me concentrer sur moi-même, à me dire, OK, bon, je reçois pas ce que j'ai envie de recevoir, je vais me le donner à moi-même, je vais prendre du temps pour moi, voilà. Le jour même ou le lendemain, ça y est, du coup, celui qui était mon chéri à ce moment-là me regardait avec des yeux pleins d'amour, j'avais plein de câlins, j'avais le droit à ce qui me ramène à manger, voilà, mon petit acai-bowl, j'adore ça, pour le petit déjeuner, etc. Et je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je sais ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis concentrée sur moi-même. Et donc, ça m'a donné l'espace à lui d'arrêter de recevoir pour pouvoir donner. Et également, donc moi, c'est toujours par rapport, c'est les gens, vraiment, j'ai envie de dire, prenez le temps de juste observer, regarder les gens. Et ce que je me suis dit à un moment donné, je me suis dit, OK, je suis une adulte maintenant, j'ai le droit je suis responsable de ma vie, je suis responsable de ce que je crois et de ce que je ne crois pas. Souvent, je vais me raconter des histoires qui sont certainement pas vraies, des histoires qui sont, qui sont certainement pas vraies, qui sont vraies que pour moi, mais elles me font du bien. Donc, cette personne qui ne m'aime pas, cette personne qui me rejette, etc., moi, je me dis, elle est jalouse ou peut-être que je reflète, peut-être que j'ai une qualité qu'elle aimerait avoir et que du coup, mais cette qualité-là, elle est en elle, mais elle n'est pas capable de l'exprimer, etc. Donc, elle le projette sur moi. Peut-être que, et c'est des histoires que je me raconte, et si je le dis à cette personne-là, elle va me dire, mais n'importe quoi, c'est pas vrai. Mais c'est ma vérité, c'est pas grave. Et encore une fois, par rapport aux gens, c'est toujours les gens. Comment moi je vois les gens et comment eux me voient. J'ai décidé de croire à ce que eux voient de moi plutôt que à ce que moi je voyais de moi-même en fait. Je me voyais comme une impostrice, je me voyais comme nulle, je me voyais comme pas capable, je me voyais comme pas suffisamment intelligente, pas aussi intelligente que ce qu'ils pensent, etc. Puis finalement, je me suis dit, si moi je vois aussi leurs qualités, que eux ne voient pas souvent, j'ai envie de les secouer, les personnes dont je vois les qualités et qui voient pas leurs propres qualités, j'ai envie de leur dire, mais réveille-toi. Et du coup, je me suis dit, peut-être que eux aussi me voient mieux que ce que moi je vois de moi-même. Et donc j'y ai cru. Et puis finalement,
ça me permet aussi de passer à l'action. Et puis à chaque fois, encore une fois, petit pas par petit pas, je me dis, ah ouais, ils ont raison. Ah ouais, je suis capable de faire ça. Ah ouais. Et voilà. Donc vraiment, prenez le temps pour vous-même. Et puis, soyez dans le terrain par rapport à ce que tu dis. C'est pas une question de méditer tous les jours. Moi, je vois dans le développement personnel, dans le bien-être, etc., des personnes qui méditent tous les jours. Mais quand il s'agit d'avoir une conversation posée avec les personnes avec qui ils ont des différends ou de rester calme quand il y a quelque chose qui se passe, etc., il n'y a plus personne. Alors, c'est bien de méditer tous les jours, mais le travail sur le terrain, le travail dans le concret, le travail dans nos relations interpersonnelles, etc., c'est le plus important selon moi. Parce que si on est capable de méditer, mais qu'au final, on n'est pas capable de régler un conflit, de donner de l'amour, de recevoir de l'amour, etc., bah, méditer, c'est bien, mais ça dure 5 minutes, en fait. Donc, Oui, puis c'est de la fuite. C'est un moyen de fuir, de fuir aussi ce qu'on est en train de vivre, comme quand on se plonge dans le développement personnel, à lire tous les bouquins ou à faire des routines. Moi, je sais que personnellement, j'ai du mal avec les routines établies, de faire tous les jours la même chose, parce que je trouve ça très culpabilisant par rapport et que on partage des routines qui sont pas, comme tu disais tout à l'heure, pas forcément adaptées à tout le monde. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas du tout le même rythme de vie que moi, parce que moi, j'ai des enfants, j'ai un enfant bas âge, je dois l'emmener à l'école, etc. Donc, c'est sûr que le matin, là, ce matin, je me suis réveillée. Peut-être que toi, tu avais la pêche pour aller, pour te faire un peu de pilates, te faire une méditation et tout, que moi, j'avais pas. Hier, j'avais pas besoin de les emmener à l'école. Bon, bah, j'ai pu prendre plus de temps, de faire ma petite séance de face yoga et tout. Et c'est vrai que c'est bien aussi de dire aux gens qui sont dans cette démarche de prendre soin d'elles qu'elles fassent aussi ce qui est juste et ce qui résonne en fonction de ce qu'elles ont envie de faire. C'est-à-dire que oui, elles peuvent faire du face yoga ou du pilate ou de la méditation tous les jours si elles en ont envie, ou ne pas en faire pendant 4 jours, c'est pas grave, mais d'apprendre à s'écouter. Et ce qui m'est venu aussi là en t'écoutant, c'est que on voit bien la différence entre quand tu étais petite et que tu n'avais pas les outils et du coup, tu t'observais et tu te critiquais, tu te jugeais en te disant, et moi, c'est quelque chose que j'ai pu ressentir aussi parce que j'étais la petite fille bonne à l'école qui faisait pas de problème et donc j'avais l'impression, en fait, au final, qu'on ne voyait pas tant que ça parce on s'attendait tellement à ce que je rentre dans les cases que c'est vrai qu'après, tu te dis, bah oui, mais moi, je suis pas d'accord avec ça et si jamais tu as le malheur de l'exprimer, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'elle fait parce que c'est pas normal. Et là, on voit bien aussi que l'idée, c'est quand on parle de s'observer, de se connaître, etc., c'est pas de se regarder. C'est pas d'être égocentrique à se dire c'est moi d'abord, il n'y a que moi qui suis important, parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir du mal à faire la distinction. C'est aussi juste de se dire je m'observe, ça veut dire qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Est-ce que là, quand je vais voir cette personne, ça me tend ou au contraire, je suis content? Est-ce que quand je mange ça, ça me fait du bien ou après, je me sens pas bien, je me sens lourde, etc. Et je trouve qu'en fait, et c'est pour ça qu'on parle de thérapie holistique, qui est un mot un petit peu barbare pour les gens qui connaissent pas, mais c'est dans cette idée de prendre en compte aussi bien le corps, la conscience, l'esprit, ce qu'on a dans le cœur, c'est que plus on vit en conscience, c'est juste d'être connecté à soi en se disant, là, qu'est-ce que ça fait dans mon corps? Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Qu'est-ce que je pense? Est-ce que je vais avoir tendance à me critiquer et à me juger quand je fais ça, quand je mange ça ou quand j'ai pas fait de sport, etc. Ou est-ce que je le vis bien? Et je pense que ça permet aussi de ramener les choses de façon simple parce qu'on croit toujours que faire du développement personnel, c'est quelque chose, c'est une injonction de plus alors qu'on en a déjà beaucoup, il y a beaucoup de charge mentale. Et donc d'aborder les choses en se disant, soit je m'occupe de mon corps, soit je prends soin de me poser les bonnes questions sur moi. C'est juste d'être connecté à soi et de s'écouter et que ça ne demande pas forcément. Mais comme on n'a pas appris, on a l'impression que c'est quelque chose de très laborieux. Mais on voit bien que toi, dans ton parcours, dans tes prises de décision, voilà, tu as pris le temps. Mais je pense que tu t'es pas dit tous les jours, bon, attends, alors là, il faut que je fasse du journaling. Alors, comment je me sens dans mon couple? Il est 15h15, c'est le moment où je dois écrire. Non, tu as écrit quand tu en avais envie, parce que tu sais aussi que c'est ce qui te ressource et c'est ce qui t'aide à voir les choses autrement, à prendre des décisions. Et puis parce que tu sais que c'est mieux de faire des choix par rapport à ce qui t'anime, comme on dit, que ferait l'amour dans cette situation-là? Et c'est l'amour pour toi, en fait. Et donc, tu fais des choix qui sont justes pour toi aujourd'hui, alors qu'avant, tu faisais des choix par peur. Donc, on voit bien la progression et en quoi faire tout ce chemin qui a pris plusieurs années, ça t'a aidé aussi à faire les choix les plus justes pour toi et qui sont aussi les choix les plus justes pour les autres. Parce que, comme tu as dit, le fait que toi, tu rayonnes en prenant soin de toi,
ça amène une énergie, quelque chose autour de toi. Donc ça ramène vraiment à l'idée de prendre soin de soi et de s'occuper de soi. Ça aide aussi à être plus connecté aux autres. Ouais, je veux rebondir par rapport à ça avec deux choses. Ouais. C'est vrai qu'au départ, je me suis dit ce genre de choses. Au départ, je me souviens une fois, en Angleterre, j'essayais de méditer et il y a les enfants qui se sont réveillés. J'étais dans ma chambre. Les enfants de la famille se sont réveillés et ils se sont mis à faire de bruit. Et du coup, ça y est, j'étais vénère parce que je ne pouvais pas méditer correctement. Et c'est le fait de se mettre cette pression-là de tu dois méditer dans le silence, tu dois méditer tant de temps, sinon c'est pas suffisant, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Si tu te poses juste une minute pour fermer les yeux à un moment donné, respirer profondément, ça suffit. Et au contraire, le fait de se mettre cette pression de devoir faire tout le temps, etc., c'est absolument contre-productif parce que en fait, ça devient négatif. En fait, ça devient le fait de ne pas le faire devient une raison d'être en colère, une raison d'être pas content, une raison d'être triste ou peu importe, de s'auto-critiquer, de j'ai pas réussi, etc. Et donc, c'est complètement contre-productif. Alors qu'au contraire, si simplement on commence par une petite chose et puis on se dit, bah, ok, c'est juste moi, j'aime bien revenir au corps justement parce que juste le fait de prendre une grande inspiration, ça. Ok, on va pouvoir passer à la suite, on va pouvoir gérer le problème, on va pouvoir bien gérer la crise de notre enfant ou peu importe. Et, euh, et le fait de se reconnecter au corps, ça rend la chose encore plus simple. Parce que moi, par exemple, avec la théorie polyvagale, je me suis vraiment reconnectée aux sensations que j'ai dans mon corps quand je ressens une certaine émotion. Et c'est vrai que dans mes disputes de couple, ça arrive à tout le monde. J'ai pris le temps. Ça demande du travail, ça demande de l'entraînement, etc. Au départ, je pouvais m'en rendre compte que après la crise, parce que voilà, j'avais le temps de me poser. Sur la fin, j'arrivais à me rendre compte au moment même où ça m'arrivait, ma gorge qui se ferme, les larmes qui commencent à monter, le ventre aussi qui se serre, etc. Et j'étais capable de me dire à chaque fois il y a ça qui m'arrive, ok, là, j'ai été blessée parce que parfois, on peut passer à autre chose et puis simplement en fait, on n'est pas connecté à son corps et parfois, juste se poser les bonnes questions, ça suffit pas parce on reste dans notre tête. Que le corps nous parle et la gorge qui se serre, pour moi, c'est direct, ok, il y a un truc qui m'a fait mal et je suis en train de me refermer sur moi-même. Et donc, j'essaie de respirer, de reprendre, de redonner sa liberté à ma gorge pour pouvoir affronter le problème, reparler, etc. Pareil, le yoga du visage, le face yoga, quand on vient se connaître les muscles, etc., on va se rendre compte que certaines tensions, ok, ça signifie que j'ai tendance à faire ça de telle manière, froncer souvent les sourcils, serrer des dents, même parfois relever les ailes du nez, etc. Ça a une signification sur notre quotidien, sur les émotions parce que les muscles du visage expriment nos émotions, donc sur les émotions qu'on ressent au quotidien. Donc, se ramener au corps, même le pilate, les douleurs qu'on va pouvoir avoir, des tensions, des déséquilibres, ça a une signification sur ce qu'on est en train de vivre au quotidien. Et donc, c'est hyper intéressant de déjà commencer par le corps, parce que on a tendance à vouloir aller dans notre esprit, etc. Le corps est là et c'est pour une bonne raison. Même si on pense que donc chacun croit ce qu'il veut, mais si on croit que on va se réincarner et donc au final il n'y a que notre esprit qui compte, etc. Au final le corps il est là et il sert pas à rien quoi. Donc c'est un super communicant avec nous-mêmes. C'est-à-dire que notre esprit peut parler avec notre corps quoi. Et donc est-ce que tu cherches de temps en temps quand si tu as des symptômes, des maladies, est-ce que tu cherches un peu l'origine psycho-émotionnelle, tu travailles avec ça ou pas du tout? J'ai tendance effectivement, moi je touche du bois, de la peau de singe et aussi parce que j'y crois profondément, j'ai un super système immunitaire, j'ai un super corps, il est là, il est solide, j'ai jamais eu de gros problèmes, mais des tensions, etc. C'est vrai que j'aime dire qu'est-ce qui se passe dans ma vie en ce moment. J'ai eu parfois, je me souviens à un moment donné, au début de mon entrepreneuriat, j'ai eu des blocages au niveau des hanches. Et donc, je suis allée chercher qu'est-ce que ça veut dire, etc. Je me souviens plus exactement, mais c'était par rapport à l'idée que je n'étais pas capable de prendre une décision, de me diriger dans une ou l'autre des directions. Et c'était hyper intéressant. Et au final, mon blocage au niveau des hanches, alors je vais régulièrement chez l'ostéo, etc. Mais à ce moment-là, j'étais pas en mesure d'y aller et il est parti tout seul. Donc, parce que j'ai fait ce travail-là, effectivement, de prendre des décisions, d'être bien
d'être bien dans ma vie, en fait. Et du coup, tout de suite, le corps ça se remet en place. Oui, mais parce que tu as pris conscience aussi que c'était lié peut-être à ça, et donc ça t'as mis des choses en action en te disant, bon, bah, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de ce blocage si c'est lié? Ça coûte rien d'essayer. Et puis, donc, c'est vrai que c'est là où ce que dit Ludovic Leroux quand il dit la connaissance amène la conscience, et c'est ça, c'est le fait de savoir qu'il peut y avoir des origines psycho-émotionnelles à des douleurs, ça n'empêche pas d'aller bien sûr chez le médecin, de faire des traitements médicaux. L'idée, c'est, je ne parle pas d'éviter la médecine, mais de travailler en parallèle pour comprendre pourquoi ça m'arrive, pourquoi régulièrement j'ai ces douleurs. Et c'est pour revenir au fait que bah, le corps parle à notre cerveau, à notre système nerveux, et que tout est connecté. Parce que c'est vrai que moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens que je reçois quand je leur dis, mais quand vous vivez cette situation, vous pensez à cette situation, qu'est-ce que vous sentez dans votre corps? Et les gens me disent, oui, mais je pense que de toute façon, elle, je la sentais pas, gna, 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 et ils partent tout de suite. Et mais moi, j'étais pareil, et je commence seulement à comprendre, à faire le lien. Et c'est vrai que plus on lâche l'esprit, plus on est connecté à son corps, plus on sent en fait ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est assez fou et c'est assez troublant parce que on peut vivre. Enfin, moi, j'ai vécu des expériences assez folles quand on a accès à ça. Et c'est vrai que c'est important de dire aux gens, parce qu'on est des générations où on nous a dit arrête de pleurer, ne montre pas tes émotions. Enfin, je sais pas dans quel contexte toi tu as grandi, si on t'a appris à exprimer tes émotions. Mais c'est vrai que selon notre éducation, c'était plutôt tais-toi, occupe-toi des autres, ne montre pas que tu pleures, voilà. Enfin, et quand on a une sensibilité exacerbée, c'est vrai que du coup, on a tendance à la voir et à la subir comme quelque chose de négatif, alors qu'en fait, c'est un super pouvoir. C'est ce qui nous permet d'être connectés encore plus à notre corps, à notre intuition et aux autres. Et c'est justement parce qu'on ressent ce qui se passe avec les autres ou chez les autres que du coup, on peut utiliser cet outil dans notre activité, dans nos relations, mais à force de toujours tout condamner et de se dire c'est pas normal que je ressente ça, c'est pas normal que je sois dans l'émotion. Il y a combien de personnes, je sais pas toi, dans les copines ou quoi, qui disent ah mais je fais que pleurer en ce moment. Bah, c'est normal, tu es en train de vivre une situation, tu es en train de guérir, tu as besoin d'exprimer, mais même ça, c'est compliqué à admettre. Et combien de personnes aussi n'osent pas parler de ce qu'elles sont en train de vivre en ce moment, elles gardent tout à l'intérieur, et donc du coup, ça donne des bombes. Beaucoup de femmes qui explosent de partout parce que elles sont frustrées, elles ont l'impression de ne pas être entendues par les enfants, par le mari et tout. Donc c'est vrai que de ramener au corps, je trouve que c'est quand même important. Oui, et puis se contenter d'aller chez le médecin. Alors, le médecin, encore une fois, comme tu l'as dit, moi, je ne suis pas anti-médecine, mais se contenter d'aller chez le médecin et garder le problème psycho-émotionnel à l'intérieur de nous, c'est prendre le risque que la maladie ou le problème de santé revienne. Et pire, moi, j'ai tendance à dire, alors sans non plus psychoter parce que ça va apporter justement le problème, mais moi, j'ai tendance à dire, le stress, c'est le cancer. C'est difficile. J'aurais dû mettre peut-être un trigger warning avant de le dire. Mais c'est vrai que le stress, et toute la négativité qui peut rester à l'intérieur de nous, c'est ce qui, selon moi, apporte les plus gros problèmes. Moi, j'ai rencontré un monsieur, malheureusement, il y a quelques années, qui a fait appel à moi pour l'aider dans sa communication. Mais en fait, on a commencé à travailler ensemble. Et en fait, juste après, il m'a dit, bah écoute, on arrête tout parce que je vais à l'hôpital. Et il avait un cancer qui s'est transformé en cancer généralisé et qui s'est fini. Malheureusement, il est parti. Et en fait, le fait de le voir tellement mal, et puis c'est son ami qui a fait appel à moi pour l'aider lui. Et il m'a raconté un peu son parcours et tout le stress, les années de stress qu'il a eu, etc. Quand je le voyais, quand je l'ai vu, il était vraiment genre à cran. Et puis juste après, c'est parti en bombe. Et pour moi, ça m'a vraiment marqué. Et depuis ce jour-là, vraiment, je peux pas. La négativité, il faut que ça sorte, ça sorte, ça sorte. Quand j'étais plus petite, j'avais tout le temps le sourire malgré ce qui m'est arrivé. Je n'ai pas parlé de tout ce qui m'était arrivé. Il s'est passé beaucoup de choses dans mon enfance. Et j'avais tout le temps le sourire. Je rigolais absolument tout le temps. J'étais l'enfant la plus souriante. Et aujourd'hui, je pleure
mais je pleure en un claquement de doigts et c'est cool. Je suis en mode super parce que après avoir pleuré, c'est tu vois, ça fait du bien, tout est sorti et il faut que ça sorte. Faut pas le garder. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager, transmettre avant qu'on arrête cet épisode? Est-ce qu'il y a encore des choses que tu voudrais ajouter à ce qu'on a pu se dire? Je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses. Et donc, je laisse la place à chaque personne de retenir une chose avec laquelle elle peut partir, sur laquelle elle peut un peu méditer et puis faire. Enfin, quand je dis méditer, c'est pas s'asseoir et fermer les yeux, c'est simplement laisser macérer un peu l'information dans son cerveau et puis voir ce que ça devient. Mais voilà, je laisse chacun me dire, enfin, se dire ce qu'il a envie de garder de cet épisode. On a dit pas mal de choses. Bah, je te remercie vraiment, Cassie. Je mettrai donc les liens de ton site, ton compte Instagram, ton podcast, tout ce que tu veux sous l'épisode pour que les gens puissent venir à ta rencontre s'ils veulent en savoir plus sur toi. Merci beaucoup, en tout cas, pour toute cette transmission, cette ouverture de cœur et ce rayonnement que tu as. Merci beaucoup. Et puis, je te souhaite de vivre de belles nouvelles aventures dans ce changement de vie que tu traverses, que tu expérimentes aujourd'hui. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci, au revoir. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous en écoutant cet épisode. Si vous voulez nous partager un témoignage, s'il y a un sujet que nous avons évoqué qui a résonné pour vous par rapport à votre histoire, vous pouvez nous laisser un commentaire ou bien nous contacter directement sur nos comptes respectifs. Vous retrouverez Cassie sur le compte de Glow Together ou moi-même sur le compte des Chroniques de l'éveil. Je vous mets les liens en description de l'épisode. N'hésitez pas à partager cet épisode, à vous abonner sur nos chaînes. Nous serons ravis d'échanger avec vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et je vous remercie pour votre confiance et votre fidélité. À bientôt!